C'est bon, nous sommes en direct. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour Emma. Bonjour Anouk. Alors, on est pour l'instant toutes les deux. Ah, Lorraine va se connecter. Bon, je verrai. Donc, on attend encore quelques personnes qui vont se connecter. Et on va peut-être vous demander si vous nous entendez et est-ce que vous nous voyez. Donc, vous avez le chat sur le côté pour nous dire si c'est OK pour vous. C'est OK pour moi. Ah, très bien. Super. Après, oui, les invités vont se connecter au fur et à mesure. On va leur donner les 5 minutes ou les 15 minutes toulousaines. Et après, de toute façon, il y aura un enregistrement en replay qu'on enverra aux personnes qu'on a invitées. Le thème du jour, c'est un webinaire conjoint avec Number. L'idée, c'est de parler des problématiques que se posent principalement les ingénieurs qui veulent créer une société, qui veulent soit s'installer en freelance à leur compte pour pouvoir vendre leurs services en prestation intellectuelle, ou qui souhaitent créer leur start-up et qui part de zéro. Alors moi-même, je suis ingénieure. Moi-même, je me suis posé ces questions. Alors maintenant, je dirige un cabinet de recrutement. C'est une autre activité. Mais je suis passée par toutes ces étapes-là. Et je me présenterai un peu plus en détail tout à l'heure, mais je vais essayer d'être la voix des gens qui créent leur société, des questions qui se posent. Et en face de nous, nous avons une vraie spécialiste. Nous avons Emma du cabinet comptable Number. D'ailleurs, petite pub, Number est également mon cabinet comptable. Merci à Anouk. Donc, en effet, nous, on est donc le cabinet d'expertise comptable de Anouk de Réseautech et on accompagne les créateurs d'entreprises qui souhaitent se lancer, donc ingénieurs, start-upers. C'est vraiment notre domaine d'activité et on est là pour les accompagner sur la grande question du statut juridique, quel statut choisir. Et surtout, toutes les questions qui après en découlent, qui arrivent un peu dans l'ordre, les charges déductibles. Et donc, on est là pour accompagner les créateurs d'entreprises dans tout ça. Alors, est-ce que vous avez bien vu le chat? Alors, non, il n'y a pas de questions dans le chat. On attend encore un peu. On va montrer nos photos. J'ai vu que tu avais préparé des photos. Ah, on a quelqu'un qui a perdu sa connexion. Tu avais préparé des photos des êtres humains, montrer l'équipe. Ah, nous, on a du mal. Alors, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas de photo récente. Alors, c'est la photo je crois qu'on a une photo Octobre Rose. Voilà, ah oui, parce que je vous trouvais tous roses. tous en rose. Bon, voilà. Après, c'est une photo partielle, puisqu'on a aussi ceux qui sont en télétravail, qui n'étaient pas sur l'image. Et on a quelqu'un qui travaille pour nous à l'étranger. D'accord. Et qui n'était pas là. Mais vous avez une belle photo aussi de Number, j'ai vu. Oui, c'est ça. Donc nous, c'est pour dire qu'on est un peu partout en France, à Paris, à Marseille, à Toulouse, à Bordeaux, à Nantes, donc à Lille aussi. Donc il y a un peu de monde partout et donc on est un réseau de cabinets d'expertise comptable. Mais moi, je suis à Toulouse en physique. Et nous aussi, on est à Toulouse. Oui. Mais on travaille toute la France depuis Toulouse sans bouger, on avoue. Je vais me présenter, je vais présenter ce que je fais. Donc Réseau.tech, on est un cabinet de recrutement et on est également une agence de consulting, c'est-à-dire que nous proposons à nos clients des personnes pour du CDI. Nous proposons également des consultants qui sont tous freelance pour de la prestation intellectuelle. En fait, dans les hautes technologies, on travaille uniquement dans les hautes technologies. Je suis moi-même ingénieure de formation. Je suis ingénieure en semi-conducteur, dans les puces électroniques. J'ai travaillé 10 ans dans ce domaine-là et j'ai été ensuite directrice technique. Et en fait, en tant que directrice technique, la plupart du temps, je passais mon temps à recruter mes équipes. Je gagnais des projets et ensuite, il fallait que je staffe le chef de projet, le qualiticien, l'ingénieur, etc. Et pour des projets, parfois, il faut pas forcément quelqu'un sur du très long terme, ou alors il faut une expertise tellement particulière et tellement pointue qu'on peut pas la recruter. Dans ce cas-là, les clients vont faire appel à des prestataires. Et nous, on va leur proposer donc la plupart du temps donc des ingénieurs et on va les accompagner à se lancer freelance. On accompagne une trentaine de personnes chaque année à s'installer et on les recommande. Alors nous, on ne fait pas le métier, on n'est pas expert comptable, mais par contre, souvent, ils se posent plein de questions sur leur installation, sur comment ils vont faire leur première mission, comment ils vont facturer. Et en tout cas, on les accompagne sur ce sujet-là et ensuite, on les accompagne contractuellement sur la mission. Voilà ce qu'on fait, tout cela depuis Toulouse. Et ensuite,
Voilà, j'ai listé les questions. Alors, les ingénieurs qui s'installent, qui veulent créer leur société, ils arrivent à peu près avec les mêmes questions, la plupart du temps. Déjà, la première question, c'est lié à la rupture conventionnelle ou la démission ou un licenciement, un plan social, par exemple, qu'ils subissent. Et dans ce cas-là, c'est toute la problématique de timing. Pourquoi? Parce qu'ils auront peut-être Pôle emploi ou ils auront des allocations ou pas, France Travail, excusez-moi. Ils auront des allocations ou pas et ils veulent surtout savoir à partir de quand ils vont pouvoir démarrer leur activité. Donc, je sais que tu as prévu de répondre en détail là-dessus, Emma, à la fin. Tu vas nous expliquer vraiment toutes les étapes et à peu près la durée que ça prend. On a fait d'ailleurs un webinaire assez complet il y a quelques semaines et il est sur notre YouTube en replay sur les étapes de la création de la société avec des exemples. Mais bon, là, le webinaire était intégralement sur la durée de la création. La deuxième question qu'on nous pose, systématique, le statut. Comment choisir son statut? L'ingénieur, il est dans son métier technique et il se pose pas mal de questions. Et tu vois d'ailleurs, il y a une slide qui est très bien dans ta présentation qui est en fait que choisir le statut qu'on choisit, c'est pas forcément celui du voisin. C'est pas parce que vous connaissez un freelance qui est en micro-entreprise ou entrepreneur que c'est le bon statut pour vous. C'est pas parce que vous connaissez quelqu'un qui a fait sa SASU. Moi, par exemple, mon mari, il a une SAS. Alors effectivement, j'ai fait une SAS, mais c'est pas forcément le bon statut aussi pour moi. Ce à quoi je propose aux freelances de réfléchir, c'est bien sûr les questions vont leur poser l'expert comptable en fonction de leur situation actuelle. Et déjà, s'ils ont des allocations Pôle emploi ou pas, ça va changer les choses. S'ils ont une famille, s'ils ont besoin d'une protection sociale importante, mais aussi quel est l'objectif qu'ils ont. Parce que parfois, ils me disent, oui, puis après, j'aimerais bien m'associer, ou alors, voilà, je voudrais commencer tout seul, vendre mes services, et quand j'ai un peu d'argent, je prends un associé. Et c'est tout bête, mais toutes ces choses-là, il faut y réfléchir dès le départ. Faut voir que tous les changements que votre société va subir, ça va coûter de l'argent. On a prévu de faire un webinaire bientôt sur la micro pour expliquer que c'est pas forcément le bon statut pour tout le monde et qu'en plus sortir de micro pour passer en SASU ou en URL, c'est pas évident. Ça se fait avec un certain timing, on peut pas le faire n'importe quand et ça coûte de l'argent. Chaque chose que vous allez faire va coûter de l'argent. Donc, si vous comptez vous associer, moi, par exemple, quand j'ai créé ma société, je savais que j'allais avoir des salariés. Donc, je savais que j'avais un associé. J'ai construit la société avec des statuts qui permettaient de faire ça. Voilà. Mais on va rentrer dans le détail. Une autre question. Alors là, c'est tout l'aspect sous, bien sûr. Alors, l'ingénieur, il comprend bien qu'il va devoir facturer. Ça, il n'y a pas de souci. Il sait qu'il va pouvoir se rémunérer. Tu peux en parler en détail selon les statuts. La façon de se rémunérer est différente. Mais s'il y a une chose quand on passe du salariat à avoir sa propre entreprise, une chose importante, c'est toute la gestion des frais en fait. Et là, c'est tout un nouveau monde qui arrive puisque le salarié, il a très très peu de frais. Il y a même des entreprises qui ont des politiques de frais, de notes de frais très très réduites. Vous pouvez quasiment même pas passer un restaurant. Donc, or ça, c'est très important dans la gestion de votre société, puisque moi, je gère ma société alors, sur mon téléphone avec des applis. On va venir sur le sujet suivant, et je vois les choses passer. Et en fait, on gère constamment des frais, on gère constamment des sorties d'argent, et c'est important de savoir les frais qu'on peut passer, ceux qu'on pourra pas passer. Et en plus, je pense que tu vas en parler. Il y a des frais qu'on peut passer avant la création de la société. Donc, dès que vous savez que vous allez créer votre société, si vous achetez un nouvel ordinateur, si vous prenez un compte LinkedIn Premium, spécifiquement pour faire votre démarchage commercial, etc., tu vas en parler, il y a des délais à respecter, mais 3 ou 6 mois avant, vous allez pouvoir passer des frais dans votre future société en gardant bien les tickets. Et ça, c'est important parce que du coup, votre société, quand elle va ramener de l'argent, elle pourra vous rembourser ces frais que vous avez fait pour elle. Voilà. Et la dernière question qu'on nous pose énormément, ça je pense que c'est très le côté ingénieur. Moi, la première question que j'ai posée au comptable, c'était quels sont les outils? Parce que je vois, mon mari, il a une société, un magasin, voilà, très traditionnel. Je vois qu'il imprime chaque facture, je vois qu'il récupère le ticket de CB, je vois qu'il le met, je vois qu'il l'agrafe et il gère du papier. Et que tous les mois, il va chez le comptable, amener son papier, etc., son journal des ventes, etc. J'ai trouvé ça, mais moi, à l'ère du numérique et du zéro papier, dans le recrutement, nous, on est zéro papier, je trouvais ça aberrant. Et en fait, une des premières questions, c'était quels sont les outils qui vont me permettre de piloter, d'avoir de la visibilité sur mes frais, sur ce qui va arriver, sur ma comptabilité, sur ma trésorerie, de pouvoir dialoguer facilement avec mon comptable. Moi, j'ai pas envie d'aller voir mon comptable une fois par mois.
Et donc, j'utilise d'ailleurs la solution proposée par Number qui est Time, que j'apprécie beaucoup. Je sais qu'il y a des équivalents, hein, on va pas forcément faire de la pub pour une solution plutôt qu'une autre, mais il y a des outils très modernes, très performants qui permettent simplement en prenant la photo et d'être sur du zéro papier. Voilà les questions qu'on se pose en général. Et d'ailleurs, maintenant, tu vas pouvoir y répondre, Emma, et moi, je me ferai la voix de l'ingénieur avec quelques questions. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, d'ailleurs, à les poser dans le chat ou à débloquer votre micro pour les poser oralement. On sera ravis de pouvoir y répondre. D'accord. Et n'hésitez pas, parce que les questions que vous vous posez, beaucoup de gens se les posent et la plupart du temps, on n'ose pas les poser. Alors des fois, elles sont un petit peu trop spécifiques, mais plein d'autres ingénieurs derrière vous se les posent. Et ceux qui vont regarder le replay sur YouTube, parce que c'est là qu'on a des milliers de vues tous les mois, seront bien contents que vous ayez posé la question. Continuons. Alors, donc pour les statuts juridiques, on va parler de l'entreprise individuelle, donc EI ou micro-entreprise, et ensuite on va parler plutôt des sociétés, donc les points communs entre la SASU et le URL et les différences. Petite parenthèse, SASU c'est comme la SAS mais quand vous êtes tout seul, et EURL c'est comme la SARL mais quand vous êtes tout seul. Alors, on parle de critères de choix pour choisir son statut juridique. Donc, comme Anouk le disait tout à l'heure, il est important de se poser, de réfléchir à l'avenir et également de ne pas faire comme le copain ou le voisin. C'est-à-dire qu'il faut prendre le temps de se poser, d'aller chercher des informations. Toujours attention un peu à Internet, auprès de personnes assez qualifiées. Il y a des webinars également qui sont mis en place par des entreprises pour vous guider, pour choisir votre statut juridique. Et après, il n'y a rien de tel qu'un rendez-vous physique pour faire le point avec des experts comptables, des avocats aussi parfois. Donc, vous devez vous projeter donc à court terme et à long terme également sur le développement de votre entreprise. Vous pouvez très bien commencer en SAS et après faire rentrer un associé. Mais déjà, vous êtes en société, la société est créée, elle aura le même numéro d'immatriculation, mais vous pensez quand même un peu à l'avenir. Ensuite, il faudra se poser et définir son besoin en termes de protection sociale. Parce que suivant le statut que vous choisissez, cela a un impact sur la protection sociale, sur les indemnités journalières que vous pouvez avoir en cas d'arrêt maladie ou des choses comme ça. Ensuite, il y a la responsabilité du dirigeant. En auto-entreprise, c'est vous-même. Il n'y a pas de création de personne morale, donc on ne différencie pas la personne physique de l'entreprise. Quand on est en société, on a bien cette création de personne morale et qui vient bien séparer les deux patrimoines. Donc ça, c'est également une réflexion que vous devez avoir et le statut fiscal en conséquence de ce choix. Ensuite, il y a l'image de l'entreprise. C'est vrai qu'une auto-entreprise, si jamais vous voulez emprunter, si jamais vous voulez démarcher des grosses sociétés, aller chercher un gros client, ou même se faire référencer dans des grandes structures, c'est plus difficile. Les gens, ils pensent que c'est un peu un statut peut-être bancal, mais donc faites attention à ce statut d'auto-entreprise. Si en plus vous allez générer rapidement du chiffre d'affaires et on le verra juste après, dépasser vite les seuils de la micro-entreprise. Et donc par conséquent, il va falloir pouvoir et savoir estimer votre chiffre d'affaires. C'est-à-dire que combien vous allez vous vendre chez votre client, ça c'est assez important. Peut-être que Anouk, tu as des petits tips pour savoir son TJM que l'on appelle. Son TJM. Oh, alors déjà, il y a des choses qui existent en ligne, qui sont faites. Les gens ont beaucoup de mal à fixer leur TJM. Quand vous commencez, faut pas fixer trop parce qu'en fait, même si vous avez de l'expérience technique, vous n'avez pas d'expérience en tant que freelance. Ou sur votre société. Et au fur et à mesure, vous allez pouvoir augmenter parce que vous serez beaucoup plus sûr de vous et vous aurez aussi un bagage derrière vous. Et puis de toute façon, alors j'ai un webinaire spécifique sur la fixation du TJM. Il y a plein de leviers qui peuvent le faire monter ou qui peuvent le faire baisser selon le contexte de la mission. En général, on part avec une fourchette
Et le mieux, c'est d'aller interroger des gens qui sont du métier et qui vont vous aider à vous positionner. Moi, souvent, les freelances me disent, bon, je compte me positionner comme ça, et je leur explique. Selon le type de société, la PME ou le grand groupe, le TJM ne pourra pas forcément non plus être le même. Moi, j'avais une chose à dire sur la partie protection sociale. Je me suis rendu compte, et même moi, quand on m'a demandé quel type de protection sociale j'avais besoin, je ne comprenais pas bien la question. J'avais toujours été salariée. Et en fait, quand on est salarié, on se rend pas bien compte de toutes ces protections en fait qu'on a. On se rend pas compte quand on est salarié que dès qu'on est malade, même moi j'étais en grand groupe, donc en plus mon employeur continuait mon salaire. Je faisais même pas une seule déclaration, j'avais pas d'IJSS. Pour moi c'était transparent. Et en fait, il y a des indemnités journalières de la sécurité sociale. Et selon votre statut, vous n'y avez pas droit de la même façon et vous n'avez pas cotisé non plus de la même façon. Il y a aussi quelque chose qu'on connaît très mal. Alors, on pense souvent à la mutuelle. Bon, ça, c'est pas très, très difficile. On va souscrire une mutuelle. Mais selon votre statut aussi, la façon dont vous allez la souscrire, ce sera pas la même. Et il y a la prévoyance. Alors, je vois beaucoup de freelances. Je vois énormément de freelances qui n'ont pas de prévoyance. La prévoyance, c'est quoi? C'est si vous arrive quelque chose, pas forcément vous mourriez, mais si vous arrive quelque chose de grave et que vous pouvez plus travailler, ça donne un capital. Ça peut donner un capital, si vous n'êtes plus là, à votre compagne ou compagnon et vos enfants. Ça peut donner des rentes éducatives à vos enfants. Moi, je connais des personnes qui ont pu faire des études parce qu'ils ont touché des rentes éducation de la part de la prévoyance d'un parent décédé. Ça peut complètement changer votre vie et vous vous en rendez pas compte parce que votre entreprise, elle l'a choisi pour vous. Moi, j'étais dans une entreprise où s'il m'arrivait quelque chose, il y avait 2 ans de salaire qui étaient versés à mes proches. Voilà. Et ça, c'est tout bête, mais si vous n'avez pas pris de protection sociale, vous n'aurez pas ça. Il y a aussi évidemment la retraite, comment vous allez cotiser. C'est tout ça, la protection sociale. Et encore une fois, quand on est salarié, on ne se pose pas la question et on ne se rend pas compte de cette protection dont on a besoin. Et certains statuts d'indépendants proposent quand même très, très, très peu de protection. On est d'accord. C'est vrai. Voilà. Et c'est vrai que j'appuie sur le fait de prendre une prévoyance parce que en fait, si on n'a pas de mutuelle, qu'est-ce qu'on risque? C'est de payer la partie chez le médecin ou de payer ses soins dentaires. Mais en fait, si on n'a pas de prévoyance, on risque de ne rien laisser dans des cas beaucoup plus tristes. Mais s'il nous arrive juste 3 mois d'immobilisation parce que vous êtes tombé au ski, en fait, vous avez très peu de maintien de salaire. Donc, c'est pour ça aussi que la prévoyance aide à tout ça et pour moi est plus importante que la mutuelle. Tout à fait, je te rejoins là-dessus. Et ensuite, alors la micro ou la société, donc ce qu'elle a expliqué tout à l'heure, c'est que SASU, SAS, EURL, etc. C'est une société et la micro, c'est pas une société en fait. La micro, c'est ce que tu disais, ce n'est pas une société. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses que vous pouvez pas faire en micro, un truc tout bête. Vous vous associez avec avec quelqu'un d'autre qui vous fournit. Alors, moi, je travaille beaucoup dans l'électronique. Vous faites le dev machin et l'autre vous fournit le dev hardware. Vous faites le dev logiciel. Et du coup, vous avez vendu tout ça à votre client. En micro, le problème, c'est que tout le chiffre d'affaires, il va être imposé et il va passer aussi sur l'URSSAF. Et en fait, vous n'allez pas pouvoir déduire les frais que vous avez eus, c'était frais de sous-traitance. Donc, cette notion de frais qu'on peut déduire, elle est aussi clé dans le choix de ce que vous allez faire. Donc, si vous savez que vous allez vous associer, si vous savez que vous allez sous-traiter, si vous faites du dev web, par exemple, et que vous savez que vous allez sous-traiter des choses ou devoir acheter des licences que vous revendez à vos clients, des choses comme ça, réfléchissez bien au statut que vous allez choisir. En tout cas, posez toutes ces questions, amenez ça aux experts et à l'expert comptable et lui, il vous recommandera. Alors, pour les catégories d'entreprises. Donc, c'est vrai que dans le langage courant, on a souvent tendance à dire je suis freelance, mais ça ne veut rien dire. Et en fait, sur les statuts juridiques, il y a les entreprises individuelles, donc micro-entreprise, entreprise individuelle, à l'IR ou à l'IS. Et ensuite, il y a les sociétés. Les sociétés, donc c'est EURL, SARL ou SASU, SAS. Explique juste ce que c'est l'IR et l'IS. Ah oui, pardon. Donc, pour les entreprises entreprises individuelles, il y a la micro-entreprise, c'est un régime très simplifié. Il y a l'entreprise individuelle. Je vais couper le micro de... Voilà. Non, l'IR, c'est l'impôt sur le revenu. Juste expliquer l'acronyme, parce que les gens ne connaissent pas forcément.
Et du coup, il y a l'entreprise individuelle, elle est soit soumise à l'impôt sur le revenu, soit soumise à l'impôt sur les sociétés, IS. En effet, donc ça, c'est un régime fiscal que l'on choisit à la création, qui peut évoluer au cours de l'année ou au cours des années de création de l'entreprise. Et ensuite, il y a les régimes sociaux et le régime de TVA. Alors, pour la micro-entreprise, comme Anouk le disait, c'est peut-être intéressant pour juste créer son activité ou avoir une activité secondaire. Mais si c'est son activité principale, en fait, vous êtes taxé sur le chiffre d'affaires que vous encaissez. Donc, si vous faites une mission et que vous sous-traitez une partie, en fait, vous allez être taxé sur le chiffre d'affaires global que vous facturez et encaissez de la part de votre client. Et là, on est dans une entreprise individuelle, donc il n'y a pas de différenciation entre votre patrimoine pro et perso. Et c'est si vous récupérez tout le chiffre d'affaires et que vous partez en vacances avec, l'URSSAF viendra quand même vous chercher pour payer les cotisations et l'impôt sur le revenu. Donc c'est également important de s'informer et de prévoir ce paiement des cotisations et de l'impôt sur le revenu. Donc il y a des cotisations sociales à payer qui s'appelle du coup qui se déclare sur le site de l'URSSAF. Pour une prestation de service, on parle de 21,2%. Et après, il y a l'impôt sur le revenu qui est à déclarer à la fin de l'année. Donc, par exemple, si vous créez maintenant, ça sera en avril 2025 pour l'année 2024. Il y a toujours un an de décalage. Donc, mettez bien de côté cette provision. L'auto-entreprise est très simple à créer. Vous allez sur le site de l'INPI, INPI, et vous faites la démarche du coup de création. C'est gratuit. Et ensuite, il y a des options à choisir, notamment l'option est-ce que vous déclarez votre chiffre d'affaires tous les mois ou tous les trimestres. Moi, un peu comptable, je vous conseille de le faire tous les mois. Vous allez avoir tous les mois de votre chiffre d'affaires à déclarer. Le 5 du mois d'après, vous payez vos cotisations sociales et hop, on n'en parle plus. Si vous déclarez 0, c'est que vous avez encaissé 0. Et après, vous entendez que le chiffre d'affaires tombe petit à petit. C'est une gestion, pour moi, plus efficace. Et ensuite, l'impôt sur le revenu, vous avez deux solutions. C'est lors de la création de la micro-entreprise que vous faites ce choix, soit le prélèvement libératoire, soit l'intégration au revenu du foyer. Donc, il y a deux solutions. Le prélèvement libératoire, c'est un pourcentage de votre chiffre d'affaires que vous allez payer lors de la déclaration de votre chiffre d'affaires. Mais attention, il est soumis à condition. C'est-à-dire que vous devez aller vérifier que vous avez le droit à ce prélèvement libératoire qui reste quand même très intéressant. C'est soumis à condition de revenus il y a 2 ans. Donc, vous tapez prélèvement libératoire. Si vous avez, vous êtes en couple, il y a tant d'euros en N-2. Il y a 2 ans, et si vous êtes en couple avec un enfant, c'est autour de 75 000 euros en N-2. Enfin, il faut vérifier que vous avez le droit. Et sinon, c'est intégré au revenu du foyer comme un salaire et c'est soumis à la tranche de l'impôt sur le revenu. Est-ce que c'est OK pour ça, pour la partie micro-entreprise ou auto-entreprise, c'est la même chose, hein? Ça a l'air d'être bon. C'est bon. Et donc, là, c'est pour vous montrer les cotisations sociales. Donc, en tant que prestataire de service, vous allez payer plutôt 21,2% de cotisations sociales. Donc, vous allez payer 21,2% à l'URSSAF. Si vous faites plutôt de l'achat-revente, ça sera 12,3%. Ensuite, comme on le disait tout à l'heure, la micro-entreprise ou l'auto-entreprise est soumise à des seuils. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas dépasser ce seuil-là, sinon vous sortez du régime de la micro-entreprise. Et automatiquement. Automatiquement, exactement. Donc, vous devenez entrepreneur individuel. Donc, vous allez pouvoir déduire des charges, mais c'est peut-être pas le meilleur statut. Et attention, les impôts ne vont pas dire, attention, vous approchez très bientôt des 77 700, faites le changement de statut. Non, non, non. C'est à vous à vérifier
et à comprendre et à surveiller plutôt que vous allez bientôt changer de statut et donc à peut-être faire des démarches pour partir sur une structure type une société. Ces 77 000, c'est de janvier à décembre, c'est des années civiles. Si vous créez au milieu de l'année, ce montant est à proratiser. Du coup, à diviser par 2 si vous créez, par exemple, le 1er juillet. Ensuite, il y a également un montant où vous devez vérifier et surveiller dès que vous faites une facture, c'est le montant du seuil de la TVA. C'est-à-dire qu'en micro-entreprise, quand vous la créez, vous ne facturez pas de TVA, sauf si vous dépassez le montant de 36 800 € de chiffre d'affaires. Donc, dès que vous dépassez ce montant-là, vous devez, en tant que prestataire de service, et si vous facturez à une entreprise française, vous devez facturer 20% de plus. Donc, faites bien attention à ces 2 seuils-là. Toujours pareil, c'est pas l'administration fiscale qui viendra vous voir et qui vous dira bonjour, vous avez fait 35 000 € de TVA, peut-être que la prochaine facture, vous devez rajouter 20%. Non, c'est bien à vous de vérifier. Et si je prends un petit cas, j'ai vu un freelance, il avait dépassé et en fait, c'est pas une fois que vous avez dépassé qu'il faut facturer. Si votre facture fait dépasser, cette facture-là doit mettre la TVA. Et il l'avait pas fait. Du coup, il est venu nous voir 3 mois plus tard en disant « Oups, la facture que je vous ai envoyée il y a 3 mois, il faut payer la TVA. » Et il a eu de la chance que c'était nous, parce que j'ai vu d'autres freelances, la société a refusé. Leur client, il a refusé, il a dit non, nous, on a réglé cette facture, c'est votre problème, c'est pas le nôtre. Et du coup, il a dû payer de la TVA sur de l'argent qu'il n'avait pas. Et sur un montant, en fait, qui donc couper sa marge. Donc, gagner moins de chiffre d'affaires. Donc, il a perdu 20%. Donc, il faut faire très attention à ce seuil-là. Souvent, les entreprises, elles ont le droit de ne pas accepter parce que si c'est des particuliers, ça arrive, là, ça veut dire que vous devez rajouter 20% de plus sur votre prix. Et il se peut que les particuliers refusent. Parce que nous, en tant que particuliers, on ne peut pas déduire la TVA. Ouais, c'est le problème de pas mal de coachs aussi qui accompagnent des gens à titre personnel et qui ont ce souci, qui tout d'un coup d'augmenter leur prix de 20%. Moi, souvent, ce que je dis sur la micro, c'est qu'on pense que c'est effectivement assez rapide, on peut la créer tout seul, on n'a pas besoin de faire des statuts, etc. Mais en fait, moi, ce que je dis, c'est attention, vous serez tout seul. C'est-à-dire, comme tu l'as dit, Emma, le chiffre d'affaires à surveiller, c'est à vous de le surveiller. La TVA à surveiller, c'est à vous de la surveiller. Les déclarations mensuelles à faire, c'est à vous de les faire. Quand vous êtes en société, les déclarations URSSAF à faire tous les mois, les déclarations fiscales, c'est pas vous qui les faites en fait, c'est votre comptable qui les fait. Votre comptable, vous le payez pour ça, certes, mais il est là pour le faire suivi, pour vous accompagner. Et au final, on a beaucoup moins de choses à faire. Moi, personnellement, j'ai de ma fille qui a une micro-entreprise et le nombre de questions qu'on se pose sur lesquelles on se sent un petit peu seul. Et ensuite, quand on va regarder sur Internet, on voit des réponses différentes. J'avoue, c'est quand même pas si facile que ça. Et c'est taxé, donc c'est un gros point également sur le chiffre d'affaires. Donc vous ne pouvez pas déduire les frais de déplacement, de cadeaux clients, de commercialisation de votre produit ou des choses comme ça. Ouais, si pour votre travail vous êtes par exemple dans le web marketing et vous avez des logiciels qui coûtent très cher, vous allez payer de l'URSSAF, des impôts sur ces frais-là, vous pouvez pas les déduire. Voilà, ça sera pour votre pomme. Donc, pour les points à retenir sur la micro-entreprise, on va parler de simplicité, mais attention, ça a ses limites. Pas de frais déductibles et il faut faire très attention au seuil que vous cumulez et devez surveiller. Ensuite, l'entreprise individuelle. Donc, c'est souvent la continuité de l'auto-entreprise. Si vous n'avez pas fait attention, vous passez en entreprise individuelle de suite. Et donc, en entreprise individuelle, vous allez être taxé sur le chiffre d'affaires moins les frais. Ici, donc, on parle de charges déductibles, type le comptable, les déplacements, les cadeaux clients, des indemnités kilométriques si vous allez voir vos clients, une location de véhicule, l'aménagement de votre bureau, le matériel informatique, les logiciels. Tout ça, ça va être des charges, des frais que l'on peut déduire sur sa société. Et ensuite, on va déduire les cotisations sociales. Là, en entreprise individuelle, il n'y a pas de différenciation entre
je suis commerçant, je suis prestataire de service, tout le monde est taxé à 45%. C'est-à-dire que vous allez payer 45% de charges sociales en fonction de votre résultat, de la rémunération que vous allez pouvoir en tirer. Et ensuite, ce bénéfice, le résultat de l'entreprise, il est soumis à l'IR, l'impôt sur le revenu. Donc, intégré au revenu du foyer, de votre foyer fiscal. Et l'argent qu'on touche, du coup, la rémunération qu'on a, c'est ce bénéfice, en fait. C'est ça, Notre chiffre d'affaires, moins les frais, moins les cotisations. Il reste pas grand-chose quand même à la fin, là. Non. Surtout à l'impôt sur le revenu. Donc, nous, on conseille plutôt de passer sur des sociétés pour pouvoir jouer entre l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés. Et petite parenthèse, je sais que tu arrives plutôt sur la fin, Anouk, mais on peut parler aussi d'aide, comme France Travail. Donc, quand on est à Pôle emploi, c'est un bon levier pour créer sa société, avoir un matelas de sécurité avec l'ARE, l'aide au retour à l'emploi, le chômage que vous percevez tous les mois. Mais quand on est en auto-entreprise ou en entreprise individuelle, comme c'est vous-même, ça impacte vos droits Pôle emploi. C'est-à-dire que les droits Pôle emploi diminuent du chiffre d'affaires que vous encaissez en fait tous les mois. Donc c'est pour ça que il faut bien se poser et prendre le temps de décider, surtout si on a grâce à France Travail ce matelas de sécurité. Donc c'est autorisé d'être à Pôle emploi, d'avoir son chômage et de créer sa structure. C'est quelque chose que France Travail permet. Donc c'est une grande aide pour les créateurs d'entreprises, mais il faut faire, ça a un impact également sur le choix de sa structure juridique. Tout à fait. Donc l'entreprise individuelle, on a des dépenses déductibles, de la simplicité également, mais très peu d'optimisation. Alors, passons aux sociétés. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? N'hésitez pas si vous avez des questions. Pour l'instant, il n'y a pas de micro ouvert, donc si vous parlez, Est-ce que vous pensiez créer votre micro ou est-ce que vous envisagez de créer plutôt une société? Oui. Bah pour le moment, c'est société. Hein. Ok. Ouais. Pareil pour moi. Pareil. D'accord. Après, je pense, je reviens sur la question de TJM. Je pense qu'aussi, il faut prendre ça en compte, on va dire, avec plus de vigilance, parce que, en fin de compte, il y a quand même pas mal de frais à payer. Plus dans le cas de société, 45%. Donc, il faut bien faire ces calculs-là avant de se projeter, en fait. Bah, aujourd'hui, si le TJM n'est pas vraiment dans la bonne fourchette, je pense pas. Voilà, il faut prendre ça comme risque pour lancer société, en fait. Ouais. Moi, les gens que je connais qui sont ingénieurs et qui sont en micro, concrètement, ils sont sur des petits TJM. Quand on est sur des TJM à 300, 350, voilà, ouais. On est encore bon. On passe sous les seuils, en fait. Mais si on sait qu'on crée une société avec un TJM de 500, 600 euros jour, on va créer une activité 500, 600 euros jour, la micro, c'est pas une bonne idée. Hein. C'est vraiment pas une bonne idée parce que vous allez tout de suite dépasser les seuils. Et quand vous dépassez les seuils, on n'en parle pas en détail, mais je connais les gens qui ont essayé de sortir de la micro. Franchement, c'est une galère. C'est une vraie galère. Hein. Une vraie galère de sortir de la micro une fois qu'on a dépassé les seuils. Hein. Peut-être qu'après, Anouk, tu pourras partager le lien pour fixer son TJM pour votre prochain webinaire, ouais. Ouais, bien sûr. Et il est déjà en ligne, il est déjà en replay. Le replay existe. Ouais. Et puis bon, on va le refaire. On les refait régulièrement sur ce sujet-là. Bon, on vous partagera les liens de chacun de nos sites internet pour aller fouiller et voir les liens des vidéos que l'on a déjà fait. Allez, bah du coup, on part dans le vif du sujet, la création de société. Alors, donc comme je le disais tout à l'heure, EURL, SARL, c'est la même chose. EURL, c'est que vous êtes tout seul, donc le seul associé. Et ensuite, il y a la SASU ou la SAS. Donc là, on crée une personne morale. On crée quelque chose de différent de vous, personne physique, et donc on a bien une séparation des deux patrimoines. Et ici, on va donc générer un chiffre d'affaires. Donc c'est la société qui génère un chiffre d'affaires, et on va avoir des charges de société. Dans les charges, je le répète, le matériel informatique, les logiciels, les frais de déplacement. Et si on crée la société aujourd'hui, on peut remonter jusqu'à 3 mois avant la date de création de l'entreprise avec une facture. Et par exemple, vous avez acheté un ordinateur le mois dernier, on pourra le faire passer dans les charges de l'entreprise. Et on peut même aller jusqu'à 6 mois, mais on ne pourra pas récupérer la TVA.
on peut récupérer la TVA que jusqu'à 3 mois avant la date de création d'entreprise. Attention également, quand on crée l'entreprise, et si vous avez le chômage tous les mois, il faudra bien attendre d'être inscrit à Pôle emploi avant de créer sa société. Ça, c'est Je très l'ai important. encore dit il y a quelques jours à un freelance il y a une rupture conventionnelle en cours et je lui ai dit, tu ne crées pas ta société avant l'inscription à Pôle emploi, sinon c'est foutu et on pourra rien y faire. Ouais. Voilà. Et en plus, il commence à un peu parler de modifier tout ça. Donc, faites bien attention à ces points de vigilance très importants. Ensuite, on va avoir la rémunération du gérant, de l'associé. Donc là, c'est la rémunération, le salaire que vous allez prendre tous les mois. Et ensuite, il y a les cotisations sociales en lien avec cette rémunération. Et le chiffre d'affaires moins toutes ces dépenses, ça nous fait un bénéfice qui sera soumis à l'impôt sur les sociétés. L'impôt sur les sociétés, il se calcule, on prend 15% jusqu'à 42 500 € de bénéfice brut et ensuite on prend 25. Donc si on a 50 000 € de bénéfice brut, on a 15% sur les premiers 42 500 et les 7 500 qui restent, on a 25%. Ensuite, le bénéfice brut moins l'impôt sur les sociétés, ça nous fait un bénéfice net qui est mis dans les réserves de l'entreprise, donc pas taxé les années d'après, c'est un matelas de sécurité également, ou alors pris en dividende par l'associé, par le gérant de la société. Donc ça, c'est le tronc commun entre la SASU et le URL. Sur les différences, c'est le coût de la rémunération. C'est-à-dire que si on est en EURL, on va être TNS, travailleur non salarié, on va cotiser à l'URSSAF, au régime de la sécurité sociale des indépendants, et le coût de la rémunération, si par exemple je veux prendre 1 000 € et que je suis en EURL, ça va me coûter 1 440 €. 1 000 € pour moi, qui seront soumis après à mon impôt sur le revenu, et 450 € pour l'URSSAF et la petite protection sociale des travailleurs non salariés. Quand je suis en SASU, je vais payer 75% de charges sociales. Donc, si je veux 1 000 €, ça va coûter à l'entreprise 1 750 €. 1 000 € pour moi qui après seront soumis à l'impôt sur le revenu, 750 € pour les caisses de retraite, de maladie. La grande différence entre les deux, c'est ces 75% versus 44%. La différence, c'est qu'en EURL, on cotise moins bien à la retraite. Mais au niveau du maintien de salaire, par exemple, quand on est et que l'on n'a pas de prévoyance, les deux prévoient un maintien de salaire à 50%. Les 50 autres %, c'est grâce à la prévoyance que l'on prend. Et en SASU, vous allez avoir une fiche de paie. Donc, une fois que vous allez vous rémunérer, il y aura matérialisé une fiche de paie pour justifier finalement cette rémunération. Alors, moi, je l'ai choisi, je voulais juste te dire que moi, j'ai choisi justement pour ces aspects-là, pour la protection sociale dont j'avais besoin, j'ai choisi la SAS et aussi pour avoir des fiches de paie parce que c'est quand même pratique dans la vie de tous les jours. Par exemple, mes enfants sont grands, donc j'ai dû louer un appartement pour leurs études. Si vous présentez des fiches de paie, c'est quand même plus facile d'obtenir un appartement pour vos enfants que si vous êtes indépendant. Les agences, elles aiment pas. Donc bon, faut considérer aussi plein de petites choses comme ça dans la vie pour faire son choix. On se rend pas compte, mais quand on est salarié d'une entreprise, quand l'entreprise nous donne 1 000 € sur notre net en bas là, en réalité l'entreprise elle a payé 2 000. Hein. Donc moi je trouvais ça élevé au départ les 75%, mais en fait l'employeur par rapport quand on est salarié, l'employeur ça lui coûte 100%. Hein. Et après, c'est soumis à l'impôt sur le revenu, mais perso, mais en fonction du foyer fiscal. Ensuite, donc ça, c'est bien des charges de l'entreprise. Hein. C'est une manière aussi d'optimiser, de jouer entre sa rémunération et le résultat plus tard. Et il faut savoir que quand on est en SASU, si on ne se rémunère pas, on n'a pas de cotisation sociale à payer. Donc, mon exemple de tout à l'heure, si vous êtes à France Travail, que vous avez le chômage tous les mois,
0 de rémunération, parce que comme ça vous maintient votre ARE mensuel, et donc 0 de cotisation sociale. Quand on est en EURL, si on prend 0 de rémunération, on a quand même par an 3 000 € de cotisation sociale à payer. Donc si jamais pendant 6 mois ou pendant 1 an, vous n'avez plus d'activité sur votre société, vous prenez pour X ou Y raison un CDD, il y aura quand même 3 000 € de cotisation sociale à payer en tant que gérant d'une URL. Donc, c'est un choix également à réfléchir. Il faut y réfléchir. Ouais. Et ensuite, on a les dividendes. Donc, si vous vous rappelez tout à l'heure, les dividendes, c'est vraiment à la fin. C'est qu'une seule fois par an. Et c'est à la fin, une fois que le comptable a fait son bilan, son compte de résultat. C'est la prise de dividendes qui diffère également la différence entre les deux. Si on est en SASU, pour résumer les petits encadrés, c'est maximum 30% les dividendes. Et dans ces 30%, il y a 17,2 de CSG-CRDS et 12,8 d'impôt sur le revenu. Donc, une fois que vous avez payé ces 30%, c'est ce que l'on appelle la flat tax, c'est à vous. Il n'y a plus rien à payer dessus. Et en EURL, quand on veut des dividendes, il faut compter 45% comme le salaire, plus après l'impôt sur le revenu. Donc, c'est également un choix à réfléchir et à peaufiner. Et du coup, vous allez me dire, mais super, je vais prendre que des dividendes à la fin de l'année parce que ça coûte moins cher. Moi, pendant 1 an, je peux vivre et à la fin de l'année comptable, je fais mon bilan vite et hop, je me prends des dividendes. Mais du coup, quel est l'inconvénient? Les impôts. Non, la protection sociale. Ah, il n'y a plus de protection sociale. Et oui, parce que du coup, c'est beaucoup moins cher. Donc, en fait, on n'est pas du tout couvert, presque comme une auto-entreprise, quoi. Mais les impôts, oui, et aussi, pardon, tu as raison, Anouk, si on prend que des dividendes, en fait, les impôts considèrent qu'on a des revenus que de capitaux immobiliers, et donc ils rajoutent une taxe qui s'appelle la taxe PUMA. Ouais, j'avais presque oublié. Donc voilà, donc c'est un choix, il faut faire attention. Là, vous avez eu beaucoup d'informations et prendre le temps de peut-être poser quelques chiffres. Mais effectivement, le comptable accompagne sur tous ces sujets. Alors, je ne sais pas s'il y en a un de vous qui est dans ce cas-là. Est-ce qu'il y en a un de vous qui va toucher des allocations de Pôle emploi, qui aura cette possibilité? Pas le cas pour moi, en tout cas. Non, pas le cas. Ok. Parce que c'est souvent les questions qu'on me pose, c'est par rapport à je veux avoir Pôle emploi, quel est le bon statut? Donc Emma, elle y a répondu tout à l'heure. Hein. La SASU ou la SAS sont un bon statut parce que si on touche 0, du coup, on a droit à toutes ces allocations. Et si on touche 0, on n'a pas non plus de cotisation sociale à payer au niveau de la société. Après, une autre méthode, c'est de passer par l'auto-entreprise, mais c'est un peu différent. Vous pouvez pas toucher vos allocations tous les mois. En auto-entreprise, en fait, vous allez demander à ce qu'on vous donne la moitié de toutes vos allocations d'un seul coup. Mais du coup, vous ne toucherez que la moitié de vos allocations. Moi, à titre personnel, quand j'ai créé ma société, j'ai été licenciée. J'avais subi un licenciement. On avait fermé l'agence où je travaillais. Hein. Donc, moi et toute mon équipe, on était tous licenciés. Donc, j'avais droit aux allocations Pôle emploi et j'ai choisi la SASU. Et en plus, ça m'a permis en fait bien accompagner la société. En plus, à l'époque, on touchait pendant 2 ans. Donc, j'ai pu aussi me rémunérer un petit peu tout en déclarant à Pôle emploi. Et ça m'a permis en fait de sécuriser même mon 2e exercice grâce à ces revenus complémentaires que j'avais. Et par contre, quand on touche les allocations Pôle emploi, on a le droit quand même d'avoir des frais. Si on a des frais kilométriques, si on a des frais de restauration pour des clients ou acheter des ordinateurs, ces frais-là nous seront payés par la société. Voilà, ce qui permet de mettre un petit peu de beurre dans les épinards. Ouais. Et que c'est pas considéré comme une rémunération parce que c'est un frais. Et donc, du coup, c'est pas soumis à cotisation sociale et donc pas à déclarer à Pôle emploi. Et donc, c'est soit l'ARE qu'on choisit, l'aide au retour à l'emploi, c'est le fait de recevoir Pôle emploi tous les mois, et soit l'ARCE, ARCE, qui est le fait de recevoir un capital lors du lancement de son entreprise. À ne pas confondre avec l'ACRE. L'ACRE, oui. Ils aiment bien faire à quelques lettres près. Donc, l'ACRE, c'est la réduction des cotisations sociales.
auquel on a le droit les 12 premiers mois de création de société ou de micro-entreprise. Donc, si on part plutôt en société, pour moi, les points à retenir, c'est l'optimisation fiscale, la couverture sociale qui est un peu plus personnalisée et la création d'une personne morale. Alors, au niveau de la création de l'entreprise, comment cela se passe? Quand on crée votre société, il y a plusieurs étapes qu'il ne faut pas brûler. Et la première étape, c'est le choix du statut. Donc là, on vient de vous donner pas mal d'informations, donc il faut les digérer. Posez vos questions si vous en avez, n'hésitez pas, on est là pour ça. Et donc, vous allez pouvoir choisir votre statut juridique. Ensuite, il y aura le régime fiscal et social. Donc, souvent, c'est à l'impôt sur les sociétés. Au niveau fiscal, c'est également le régime de TVA, si on le fait mensuel, trimestriel ou semestriel. Toujours pareil, je conseille le régime de TVA mensuel. Et ensuite, on va rédiger des statuts. Là, c'est pour les créations donc, de sociétés. Dans les statuts, ça va être assez important de prendre son temps, de bien les relire. On va choisir le nom de l'entreprise, l'adresse, l'objet social, ce pourquoi la société est créée, quelle activité elle a le droit de faire. Donc, il faut que ça soit le plus large possible pour pouvoir, si dans 4 ans, si vous souhaitez intervenir dans des écoles, n'oubliez pas de mettre formation non réglementée. En fait, il faut mettre le plus de large possible sur l'objet social de l'entreprise. Et ensuite, le montant du capital. Donc, le montant du capital, il est à décider lors de la création. Nous, on a tendance à suggérer pour des prestataires de services plutôt 1 000 € de capital au moins de départ. Donc, c'est quelque chose que vous allez déposer chez un notaire ou dans votre banque. Le banquier ou le notaire va nous fournir une attestation de dépôt de capital. Et là, le dossier sera complet pour l'envoyer au greffe. Quelques jours après, vous allez recevoir le cabis. Donc là, il peut se passer jusqu'à à peu près 2 semaines entre toute cette étape-là, 3 semaines même. Vous allez recevoir le cabis, donc qui est la pièce d'identité de la société. Et une fois que le cabis est créé, là, vous allez devoir ouvrir votre compte professionnel. Donc le compte professionnel, il va être pour la société. Et le capital va arriver sur ce compte professionnel. Vous pouvez le dépenser, vous pouvez acheter vos cartes de visite, payer votre sous-traitant pour le logo, mais vous ne pouvez pas vous le rembourser. C'est pas quelque chose que la société vous doit. Faites bien attention, les 1 000 € sont à la société. Ouais, on conseille à peu près entre 1 000 et 500 € vraiment minimum pour le capital de l'entreprise. Parce que en dessous, c'est vrai que ça peut, les personnes, les sous-traitants, enfin les entreprises demandent un cabis pour vérifier que vous êtes bien immatriculé. Donc on pourrait mettre 1 €, mais ça inspire pas trop confiance du coup. Tout à fait. Dans le truc important sur les statuts et sur le choix du statut, c'est de choisir aussi si vous allez vous associer. Une chose à laquelle on pense pas assez souvent, moi je connais plusieurs freelances, ça dépend de l'âge que vous avez, mais quand vous êtes, vous êtes peut-être le seul revenu de votre foyer, ça peut être intéressant d'associer votre conjoint ou votre conjointe. Parce que du coup, ils possèdent aussi une partie de la société, ils peuvent aussi toucher des dividendes, ils peuvent même être salariés de la société. Il y a des montages qui peuvent être intéressants. N'hésitez pas en tout cas à vous poser ces questions-là. Faites par contre aussi très attention, dans l'autre sens je dis aussi. Une fois j'ai vu une freelance qui vient qui me dit « Ah oui, mais je vais créer ma société avec quelqu'un que je connais, il sera à 30%. » J'ai dit « Très bien, il va faire quoi avec toi ?»« Ah non, rien, mais il a l'habitude de gérer des sociétés. » « Oui, mais tu vas avoir un comptable pour gérer ta société. »« Ah oui, mais il a l'habitude de faire les statuts. »« Oui, mais tu vas avoir un comptable avec un expert juridique derrière, du conseil juridique, ils vont te les faire les statuts. » Et en fait, cette personne était en train de se faire arnaquer. Elle se faisait arnaquer. Elle crée une société avec quelqu'un qui n'allait rien faire dessus, qui allait avoir 30%. Donc, si elle se verse 10 000 € de dividendes, il faut qu'elle lui en verse 3 000. Et donc, Oui. Faites très attention à ça. Et alors, par contre, si vous vous associez, ça c'est mon conseil, mon pur conseil perso, ne vous associez pas avec des amis, faites très 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 attention. J'ai des freelances et je trouve qu'ils avaient une très bonne idée. Ils ont chacun créé leur société.
Et chacun, ils voulaient travailler ensemble. Donc après, ils ont créé une holding dans laquelle ils avaient 50-50. Et ensuite, l'argent redescendait dans leur société. Et il y en a un qui avait une EURL et l'autre, il a une SASU. Donc déjà, chacun avait pu choisir son truc. Et aussi, il n'y avait pas du coup de problématique de dividendes. Parce que s'il y en a un qui veut des dividendes et que l'autre ne veut pas en distribuer cette année-là, il y a conflit. Donc, faites très attention à ça. Moi, je vois beaucoup de startups s'installer. J'en accompagne beaucoup, certaines qui avec des levées de fonds, qui ont beaucoup d'argent. Et la problématique vient tout le temps d'une problématique entre les associés ou également sur quand il n'y a pas eu de pacte d'associés décrit. Donc, c'est très important. Si vous vous associez avec quelqu'un qui n'est pas la personne avec qui vous allez finir vos jours, faites un pacte d'associés. Ça se fait auprès de professionnels de conseil juridique. Voilà, protégez-vous. Ne croyez pas, quand tout va bien, tout va bien. Ça, c'est au début. Et quand ça va mal, croyez-moi, tout le monde se retourne vers ces papiers-là. Donc, faites-vous bien conseiller, posez-vous les questions. Comme je vous disais, vous pouvez protéger votre famille. Voilà, moi, à titre personnel, c'est marqué sur Internet. Mon mari, il est associé à 10% dans l'entreprise. C'est tout bête, mais si moi, je peux pas travailler, il peut aussi venir faire 2-3 choses pour la société, puisqu'il y a des parts, il a des droits, il a même un mandat. Voilà, on peut choisir si on prend la mutuelle sur ma société ou sur la sienne. Il a la sienne également. Et comme ça, on peut faire nos décisions et on se fait notre petite tambouille, mais au moins, on sait aussi que chacun est protégé. Et même en cas de problématique, l'homme clé ou la personne clé de la société, il y a quelqu'un d'autre pour prendre le relais. Voilà, ça peut aussi être intéressant. Voilà. Réfléchissez bien, comme elle vous dit, Emma, à la projection future de l'associé. Je vois aussi pas mal de startups. Il y en a un, c'est le CEO, l'autre, c'est le CTO. Donc, il y en a un concrètement qui va faire tout le dev, par exemple, toute la partie technique, et l'autre qui va faire le marketing et tout. Et au bout d'un moment, on se dit, ouais, mais on est 50-50, mais au final, non, on n'apporte pas 50-50 à la société. Donc réfléchissez-y bien. Moi, on m'a beaucoup proposé de s'associer à moi, mais je me suis bien rendu compte que c'est moi qui allais faire tout le taf. Donc, moi, je dis non. Non, moi, j'y vais toute seule. J'y vais toute seule. Si vous voulez travailler avec moi, si vous voulez être sous-traitant, si vous voulez me vendre des prestations ou des choses comme ça, on peut faire des choses. Si on veut que nos deux sociétés fassent un truc ensemble, d'accord, mais je garde la maîtrise de ma société et je la dirige. Et en plus, faites attention si vous êtes égalitaire, si vous décidez quand même de vous associer, faites bien attention au moins d'avoir 1% de plus ou de moins pour les prises de décision en cas de conflit. Et le pacte d'associés est vraiment très, très important pour voir. Il n'est pas obligatoire, mais il faut le faire. Oui, très, très important. Alors, quand vous allez créer votre société, vous allez devoir avoir une tenue comptable. Donc, vous allez faire vos déclarations de TVA, le bilan, le compte de résultat à la fin de l'année. L'alias fiscal, c'est des obligations que vous avez au sein quand vous créez votre structure. Et donc, nous, on est un cabinet d'expertise comptable et on peut s'occuper de toute cette partie-là et de la partie également création d'entreprise. Vous pouvez donc, Anouk en parlait tout à l'heure, nous on utilise l'outil Time, donc T-I-I-M-E, qu'on met à disposition de nos clients et les clients du coup peuvent faire leurs factures, leurs devis et ensuite prendre en photo toutes leurs dépenses. Donc c'est un logiciel qui est très facile d'utilisation. Vous pouvez l'avoir donc sur le téléphone, qui est très pratique pour prendre en photo toutes les dépenses de la société. Et ensuite, vous avez aussi le lien web pour faire vos factures, vos devis et surtout suivre combien vous doivent vos clients, suivre les dépenses. On peut faire des extractions, des tableaux de bord pour pouvoir en fait faire une petite pré-compta de votre côté. Et après, dès que la société se grossit, se développe, on peut aussi avoir un CRM en interne. Je pense que c'est ce que vous avez aussi, Anouk, une compta de votre côté, peut-être. Voilà. Oui, j'ai un outil pré-comptable. Voilà. J'ai une pré-comptabilité. Mais après, ce que j'apprécie avec Time, je raconte encore ma vie, mais je viens d'accompagner la société de mon mari. Je vous disais, avec tous ces papiers-là. Oui. Et ben, ça y est, il est passé à Time. Ok. Alors, bon, il met un petit peu de temps à s'adapter, mais enfin, il se demande pourquoi il n'est pas passé avant. Parce que déjà, c'est tout bête. Lui, il a deux gars qui vont sur des chantiers. C'est tout bête, mais les salariés, ils ont aussi Time.
Oui. Et qu'est-ce qu'ils font avec? Eh ben, ils vont sur le chantier, ils vont acheter une vis à Bricoman, ils prennent en photo la facture. Ils vont faire le plein d'essence du véhicule de fonction, ils vont prendre en photo le ticket. Donc, vous pouvez aussi avoir automatiquement, du coup, parce que les tickets perdus dans les sociétés, mon Dieu, il était dans le Kangoo, mais en fait, on ne sait plus où il est. C'est terrible à gérer. Donc là, déjà, ça permet ça. Les salariés, déjà, sont super contents. Les factures aussi. Moi, je vois des gens qui veulent faire les factures eux-mêmes. Qu'est-ce qu'il y a au fait? Tiens, je te pose une question. Est-ce qu'il y a une obligation au niveau des factures, d'avoir un outil pour faire les factures Alors oui, Excel n'est pas un logiciel de facturation. Donc Excel n'est pas reconnu auprès de l'administration fiscale en cas de contrôle en tant que logiciel de facturation parce que tout simplement on peut les modifier, on peut changer une fois l'avoir envoyé, après l'avoir envoyé. Donc ça c'est quelque chose que l'on ne peut pas faire, ce n'est pas autorisé par l'administration fiscale. Il faut que les numéros se suivent. Donc ça c'est des règles qui sont déjà faites par des outils de facturation. Et on ne peut pas s'adapter et dire aujourd'hui je vais faire la 3 alors que j'ai fait que la facture 1 quoi. Donc il faut faire très attention à ça. Et ensuite après il y a d'autres logiciels également qui existent, mais par exemple il faut peut-être pas également payer un abonnement de suite très cher pour un outil de facturation alors qu'il en existe des gratuits. Et après, il y a des mentions obligatoires, notamment les informations vous concernant, donc le nom de la société, le SIREN, le montant du capital, le numéro de TVA intracommunautaire et également concernant le client, il y a des mentions obligatoires, son adresse, comme en cas de contrôle, qu'on vérifie que votre client existe réellement. On peut avoir des amendes en cas de facture non conforme. Moi, je vois, comme je disais, je travaille avec beaucoup de freelance. Beaucoup de factures que je reçois sont non conformes, mais énormément. Nous, on passe notre temps à leur dire déjà les dates sur les factures, l'ordre des factures, les numéros des factures, le contenu, certaines mentions. Si on n'est pas, sont pas assujettis TVA, il faut qu'ils mettent des mentions. Il manque énormément de choses. On est obligé très souvent de les accompagner sur ce sujet-là. Et ils me disent la première fois qu'on me le dit, j'ai dit écoutez, soyez heureux que je vous l'ai dit parce que vous avez, si le fisc vous prend, il y a des amendes et je pense qu'elles sont assez élevées sur le sujet. Donc faites bien attention à tout ça. Donc c'est vrai que Time c'est bien parce que ça nous prépare, ça nous fait les factures. Il y a aussi l'outil de devis, ça c'est très pratique. Le tweet de devis avec même un système de signature dessus avec la petite case à signer. Donc ça c'est très bien. Et je crois, alors moi j'utilise pas, mais on peut connecter Stripe, c'est ça dessus? Oui, c'est ça aussi, ouais. Stripe, et aussi il y a un suivi en fait des clients. Une fois que le client est facturé et que l'encaissement arrive sur votre compte bancaire, ça vient solder en fait la facture, ça vient mettre le solde du client à 0 et vous pouvez voir si le client vous doit 1, 2, 3 factures. Il y a un mail de relance qui est prêt pour pouvoir également vous aider dans le suivi de vos encaissements. Ouais, vous pouvez créer votre client. Alors ça, c'est pratique aussi. Dans les métiers, vous êtes un peu en clientèle. Vous pouvez devant le client, vous créez le client, vous créez le devis avec votre téléphone et ça l'envoie par mail. Et ensuite, une fois qu'il est validé, hop, vous appuyez transformer en facture, ça transforme en facture. C'est franchement puissant parce que le but, c'est de faciliter la vie aux entrepreneurs. Oui. Le but, c'est que vous puissiez consacrer votre temps à l'entreprise. Et moi, je vois quand j'ai créé ma société, le fait d'avoir un expert comptable, une vraie société, pas une micro, au final, moi, j'ai ma pré-compta et puis j'ai Time. Et au final, moi, je passe 5 minutes par jour et le reste du temps, je fais mon taf. Je fais ma stratégie, je crée mon entreprise, je gère ma trésorerie, mais je suis outillée pour le faire. Et en plus, ça centralise tous les documents et ça facilite l'interaction avec le comptable. On peut interagir même directement via l'outil. Et non, vraiment, j'ai trouvé ça très bien. Ça révolutionne notre métier. Donc ça, c'est pour nous contacter. Ah non, il manquait peut-être les questions, elles se sont pas mises. Les Q&A. Est-ce que vous avez des questions spécifiques à nous poser? Après, Emma, s'ils ont des questions vraiment par rapport à la situation particulière, voilà, tu as une slide avec tes coordonnées. Vas-y, reviens sur la précédente. Voilà. Donc ça, c'est mes coordonnées. Donc pour prendre rendez-vous directement pour la partie comptable. Je vais vous mettre également mon Calendly, ça sera peut-être plus simple. Et après, on aurait dû les mettre superposés.
Et après, il y a les coordonnées de Anouk également pour prendre rendez-vous. Voilà, pour voir si on a des missions. Vous pouvez nous partager votre CV si vous êtes freelance en prestations intellectuelles ou si vous proposez des activités plutôt dans le monde de la technologie, au forfait. Et après, alors un sujet dont on n'a pas parlé, j'en parle juste à la fin, c'est la partie domiciliation. C'est-à-dire votre société, vous pouvez la domicilier chez vous. Moi personnellement, j'avais fait le choix de la domicilier dans un centre d'affaires. Et bien m'en a pris parce que à chaque fois, encore une fois, qu'on change quelque chose, ça coûte de l'argent. Ça coûte presque 500 € de changer de siège social. Et c'est tout bête, comme j'étais domiciliée là, j'ai pu changer de lieu de travail, de domiciliation, j'ai pu même changer de domicile. C'était transparent en fait, puisque moi, ma société était toujours domiciliée dans ce centre d'affaires. Pour quelques dizaines d'euros par mois, ça vous évite quand même bien des tracas. Il réceptionne votre courrier, il réceptionne aussi les recommandés. Enfin voilà, vous êtes garanti de ça. Puis des fois, vous pouvez aussi avoir des adresses prestigieuses. Des freelances, ils ont une adresse sur les Champs-Élysées. Les Champs-Élysées. Moi, je le sais, qui sont domiciliés là-bas, mais franchement, ça en jette. Et donc, Réseau.tech, on est en train d'ouvrir, là, derrière moi, dans le mur derrière, ils sont en train de faire les travaux. On est en train d'ouvrir un espace de coworking de 30 places pour les start-upers et les freelances. Et on proposera de la domiciliation. Voilà, ça vous permettra de vous domicilier là où on est, même de venir à nos événements gratuits. Et comme ça, votre société, tout le monde ne connaîtra pas votre adresse personnelle et vous n'aurez pas, si jamais vous déménagez, à devoir changer le siège social de votre société. C'est aussi pour ça parfois que les entrepreneurs décident une société de domiciliation pour pas que l'adresse personnelle apparaisse sur le cabis et les factures de l'entreprise. Ouais. Ça marche. Donc voilà. On arrive au bout. On va vous envoyer. Voilà, super. On va vous envoyer quelques petites informations, on va envoyer les slides. Et on va mettre, nous, d'ici lundi, les slides seront en replay sur Internet. N'hésitez pas à les partager. Et si vous avez des questions par rapport à votre situation particulière, allez voir des professionnels. Aujourd'hui, on a vu Emma de Number. Allez vous renseigner. Les premiers renseignements sont gratuits. Et n'écoutez pas tout ce qu'on vous dit, ni tout ce que vous lisez sur Internet. Il y a des choses complètement erronées sur Internet. Mais en tout cas, merci à tous. Et du coup, je vous dis je vous souhaite une bonne journée, bonne fin de journée, bon week-end à ceux qui partent en week-end. Bon week-end, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. bon week-end. Au revoir. Au revoir.